Lorsque Mandrin courait l'Auvargne, on disait comme ça en ce temps-là, lorsque Mandrin courait l'Auvargne, il fit courir plus vite encore gabelous, dragons et gendarmes, qui, des fermes, protégeaient l'or. Par des faits d'un genre nouveau, Mandrin consacra sa mémoire. Sa mort ne ternit point sa gloire, il vit au-delà du tombeau. On le vit dedans Montbrison, à Bourg, à Cluny près Mâcon, qui sont des pays de cocagne, enfilés avec grand fracas les commis et les chapons gras. Les origines de Mandrin ne le prêtent absolument pas à entrer dans la contrebande et la clandestinité. Son père est un maquignon, un marchand. Sa mère elle-même est issue d'une famille relativement bourgeoise. Seulement, Mandrin devient orphelin de père à 17 ans. En tant que fils aîné, se retrouve chargé d'une famille de 8 enfants. Donc il doit prendre en charge les affaires de son père, mais il n'est pas suffisamment mûr en fait. Il va avoir une succession de déboires, mauvaises affaires, violences, bagarres. Il va même être impliqué dans des affaires de faux-monnayage. Il avait acheté une centaine de mulets et avec ces mulets, il s'occupait du ravitaillement de l'armée. La paix étant survenue à peine un mois après le début de son travail, donc il a été obligé de rapatrier son troupeau. Son troupeau est tombé malade, il a ramené seulement 16 mulets sur les 97 du départ. Les fermiers généraux qui avaient soumissionné cet approvisionnement ne lui payent pas le travail effectué. Donc il leur en veut dès lors une haine farouche. La ferme, vous savez ce que c'était la ferme. La ferme, c'était le curieux système fiscal qui existait à cette époque, qui, heureusement, a changé. Aujourd'hui, il n'est pas parfait, le nôtre. Bon, tout le monde le critique, bien sûr. Mais le système de la ferme et des fermiers généraux, c'était un système absolument épouvantable. Le roi se débarrassait de la fiscalité en la confiant à des individus, moyennant, naturellement, une part de l'argent qu'ils ramassaient. On les appelait des fermiers ou des fermiers généraux. Mandrin, par son caractère impétueux, va également être amené dans une affaire qui va le conduire au meurtre. Louis Mandrin est donc condamné à mort par contumace. Il est obligé de fuir et d'entrer dans la clandestinité. Et en fait, le système de clandestinité en fait, à cette époque, c'est la contrebande. Donc il va rejoindre le pont de Beauvoisin, qui est une ville frontière entre le Dauphiné et la Savoie, et il va entrer dans la troupe de Jean Bélissard. Il va se faire remarquer par ses qualités de meneur de troupe, et rapidement, en fait, on va lui confier une troupe de 1000 à 1500 contrebandiers, et il va diriger en fait sa première campagne en janvier 1754. À l'époque de ces campagnes, il avait une très bonne réputation, surtout au début de ces campagnes où il vendait sa contrebande directement aux gens. Après, par la suite, il a vendu aussi à des personnes, mais son but, c'était de la vendre le plus rapidement possible. C'était d'avancer. Donc son but, c'était d'aller directement dans chez les entreposeurs, leur imposer une certaine quantité de tabac. Après, ces hommes en vendaient bien sûr. Les gens étaient intéressés par ces marchandises, ces indiennes, son tabac. Mais le plus gros de sa contrebande, il le passait directement en le vendant aux entreposeurs. C'est un révolté psychologiquement, je pense. Je ne pense pas que ce soit un révolutionnaire, ni un pré-révolutionnaire. Ces incursions en France durèrent de 15 jours à 3 mois et c'est avec célérité qu'il parcourait l'Auvergne à la tête d'une cavalerie pouvant atteindre 50 chevaux et plus de 150 mules. Ces exploits de contrebandier, livrant à domicile ses produits, n'auraient pu se réaliser sans l'aide du cheval. En 18 mois, entre 1754 et 1755,
Mandrin a mené pas moins de 6 campagnes qui l'ont conduit de la Suisse à l'Auvergne, en passant par l'Italie, la Bourgogne et même le Jura. Les marchandises que transportait Mandrin, c'était essentiellement le tabac, mais on avait aussi les étoffes, c'est-à-dire les mousselines, les indiennes, qui étaient interdites de fabrication et de commerce en France, mais que l'on pouvait se procurer très facilement en Suisse. Mais on avait aussi des montres, on avait des armes que l'on passait en contrebande. Il traversait donc le duché de Savoie pour se rendre en France, traverser la frontière et venir vendre sa marchandise donc, aux entreposeurs des tabacs, à main armée bien sûr, puisque c'était en quelque sorte un racket. Il s'acharnait tant à ridiculiser les agents de la ferme générale qu'en fait immédiatement il s'est rendu très populaire au niveau des villageois. Il va acquérir en fait une réputation de bandit au grand cœur qu'il n'est absolument pas. C'est-à-dire que Mandrin gagnait de l'argent de manière tout à fait illégale, avec énormément d'actes de violence qui entouraient ces actions de contrebande. Mais Mandrin n'a jamais reversé d'argent aux pauvres. Donc en fait, la légende de Mandrin, bandit au grand cœur, s'est développée de son vivant même. Nous avons tous des personnalités multiples, mais la sienne était vraiment, vraiment frappante et très moderne par certains côtés, puisqu'il avait, comme j'ai dit, le souci de la communication et de la propagande. Il a fait faire son portrait, et il reproduit à des centaines d'exemplaires, et il répandait ses feuilles autour de lui à n'importe qui. C'était un peu comme les images saintes que l'Église répandait, c'était un des moyens de la propagande. Les images de la Vierge Marie, etc. Mais lui, c'était pas la Vierge Marie, c'était son portrait à lui, représenté évidemment, pas en photographie, ce qui n'existait pas, mais par un peintre qui flattait un petit peu sa physionomie, et puis sa propagande aussi, il la faisait en accomplissant de bonnes actions de temps en temps, en délivrant des prisonniers. Quand il arrivait dans un patelin, il ouvrait les prisons et il délivrait. Mais une fois, il avait commis une erreur. Le gardien-chef lui a dit « Mais ce sont des criminels, ce sont des assassins qui sont là, vous n'allez pas leur rendre la liberté. »« Ah, excusez-moi !» Alors on les a repris et il les a remis dans la prison, ce qui prouve bien qu'il avait le sens de la morale. Les gens de sa troupe qui avaient été capturés, ils étaient emmenés directement à Valence, puisque c'est là que se trouvait le tribunal qui jugeait les contrebandiers. On ramassait les hommes comme on ramassait les lapins dans les chasses, et on ne leur demandait pas leur permission, on les embrigadait dans des milices. Alors il y en avait quelques-uns qui avaient déserté, et ils étaient emmenés en prison, peut-être pour très longtemps, peut-être pour les galères. Et lui, il a sauvé dans ses déplacements, il a sauvé plusieurs fois des déserteurs comme ça. Et par la même occasion, il a zigouillé les gardiens qui les accompagnaient. Donc, ça rappelle un peu la mafia sicilienne, qui est d'une certaine façon une société de secours mutuel, qui fait du bien d'un côté, mais qui, en faisant ce bien, s'assure la complicité, et bien sûr, la complicité de la population par reconnaissance ou par terreur, ayant peur des représailles. Lui, il ne pratiquait pas les méthodes de la mafia. Mais enfin, il a tué quand même pas mal de monde, y compris un de ses marcandiers qui un jour avait oublié de se lever à l'heure, comme il l'a réveillé en lui tirant une balle dans le corps pour le réveiller. C'était une drôle de façon de le réveiller. Mandrin avait une technique particulière de vente, c'est-à-dire qu'il arrivait dans un village, dans une ville, ses compagnons allaient sur le marché, déployaient leurs marchandises, tabac et indienne donc, et lui se rendait chez l'entreposeur de tabac. Il disait, voilà, nous avons 200 ou 300 livres de tabac, on vous les donne, vous nous les payez, vous nous faites un reçu, et nous sommes quittes. Voilà. Il y avait évidemment des gens qui rechignaient. C'est évident que tout le monde n'était pas d'accord. D'autant plus que c'était des personnages officiels, donc il y avait une fonction officielle. Et donc il y avait des frottements. Mais, grosso modo, tout se passait assez bien parce que, bon, il y avait derrière Mandrin tous ses compagnons armés qui faisaient poids.
Alors ils débarquent en ville, leur premier souci c'est de faire reposer les chevaux, ça veut dire 120 chevaux plus quelques chevaux de secours, plus ceux qui traînent les ballots d'indiennes et de tabac, ça représente sans doute au moins 200 équidés. Donc il faut, 1, les loger, 2, les nourrir, les ferrer, etc. Donc ils mobilisent, il faut envisager ça, ils mobilisent toute la ville. Hein, ils occupent, à plusieurs sens du terme, toute la ville. Et un certain nombre de gens, dans Mandrin, très cérémonieusement, va trouver les débiteurs de tabac qui constituent une de ces bêtes noires, et il leur impose la vente forcée. À Ambert, ça s'est limité à ça, la vente forcée de tabac, puis de quelques pièces de tissu, hein, des indiennes qui étaient aussi un tissu prohibé, enfin frappé de taxes. Et celui qui va payer le plus, c'est l'entreposeur des tabacs, un monsieur qui s'appelle Jean-Joseph Lucigny. Mais l'autre lui dit, mais je vais avoir des ennuis avec la ferme, avec mes supérieurs. Alors, que fait Mandrin ? Je vais vous prouver mon souci de l'honnêteté en affaires. J'entends vous donner quittance de votre argent devant le notaire. Devant le notaire de votre choix. Vous pourrez ainsi prouver à vos supérieurs de la ferme que je vous ai fait violence et que rien ne doit vous être reproché. Alors, l'entreposeur accepte et d'une main quelque peu tremblante, le notaire écrit un texte de 15 lignes où il raconte cette histoire afin de décharger monsieur de Lusigny en face de ses supérieurs. Lucigny n'a pas assez d'argent, pourtant c'est pas un pauvre. Il n'a pas assez d'argent pour payer, donc il fait le tour d'Ambert. Il va voir tous les gens qui ont du fric et il leur demande de lui prêter de l'argent. Les autres se font un peu tirer l'oreille, mais comme il y a les mandrins qui accompagnent Lucigny, ils finissent par céder et ils donnent 1000 livres, 2000 livres, enfin, etc. Et tout ça est consigné. C'est-à-dire ils avaient l'instinct du terrain, ils avaient l'instinct avec les étoiles, avec le vin, avec les choses comme ça. Puis ils avançaient droit devant, c'était une fuite en avant. Et de paysage en paysage, de région en région, ils sont arrivés en Auvergne. Les grands axes, c'était les voies romaines, et puis tout le reste, c'était des sentiers d'exploitation forestière. Donc c'était pas des forêts de résineux comme il y a maintenant, c'était des forêts de feuillus. Mais il n'y avait pas d'autres moyens pour le débardage, pour tout ça. Il n'y avait que les animaux pour faire ce genre de déplacement et pour déplacer des troupes, pour faire du commerce. Mais c'est-à-dire qu'il utilisait beaucoup les gens du cru. Il se faisait accompagner par les gens qui connaissaient leur chemin autour de chez eux, quoi. Et de village en village, comme ça, il arrivait à faire des longues étapes et puis en mettant du temps. Hein. Ils n'étaient pas pressés. Hein. Le mythe d'un mandrin justicier bravant sans inquiétude l'autorité royale laisse place à toutes les vérités. Les mandrins utilisaient des chevaux, petits, robustes et agiles. Sur ces montures vives et nerveuses, ils franchissaient en plein hiver des distances considérables avec une incroyable rapidité. Mandrin savait bien que la vitesse était synonyme de sécurité. Avec l'armée royale à ses trousses, il usait de toutes les ruses. Ainsi, c'est grâce à ces fers à rebours qui laissaient une empreinte de fer à l'inverse du vrai sens de la marche que bien des fois ils furent sauvés. On dit même qu'ils ne chaussaient que 2 des 4 sabots, ainsi bien malin qui pouvait deviner le vrai sens de son déplacement, et il ne fallait certainement pas compter sur la population pour vendre la mèche. Pour certaines populations qui se refusaient à aider les contrebandiers, Louis Mandrin avait des arguments de poids, c'est-à-dire toute sa troupe armée. Donc des éclaireurs partaient en avant reconnaître les territoires où Mandrin devait s'arrêter et la population était immédiatement informée de l'attitude qu'elle devait avoir face à l'arrivée de la troupe des contrebandiers. Donc, de gré ou de force, en fait, Mandrin était bien accueilli. Lorsque les mandrins arrivent, on doit sonner le tocsin. Bon, pour mettre la ville en état de défense. Jamais les gens ne sonnent le tocsin. Ils ne veulent pas, hein, les sonneurs de cloche ne veulent pas. C'est le cas à Ambert, c'est le cas à Arlan, c'est le cas à la Chaise-Dieu, etc. Ils ne sonnent pas. Ils ne sonnent pas, alors quand le représentant de l'autorité seigneuriale ou royale
Solon, leur demande pourquoi ils n'ont pas sonné, et ils mettent en avant cette excuse, qui est une excuse tout à fait convenable, qu'ils avaient peur des représailles. Mais en fait, ils sont assez contents, quoi. Je pense que les gens à Ambert, par exemple à Ambert, ils font des chansons. Ils vont faire une chanson, mais ce n'est pas propre à Ambert. Il y a une chanson qui traîne dans la ville, à la gloire de Mandrin, et subsidiairement, entre les lignes, qui se moque de ceux qui ont été rançonnés. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des... Vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un... Vous m'entendez? C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. Au fil de ces campagnes, il y a une certaine montée de la violence. Et par exemple, à Beaune, la troupe arrive et la population alertée est aux portes de la ville, prêt à fermer les barrières. Donc les contrebandiers ouvrent le feu, tuent 2 habitants. Un des contrebandiers qui monte sur les remparts aperçoit quelqu'un qui est là, un badaud, en train de regarder ce qui se passe. Il est tué immédiatement. Donc les gens se rendent compte que le Mandrin qu'on présentait comme un justicier en quelque sorte ne rigole pas vraiment. Et les gens à Beaune tout de suite se renferment chez eux. Pour revenir ici dans la ville du Puy, toute la nuit, donc pour éviter que les gens s'attroupent, les contrebandiers tirent des coups de feu dans la nuit. À Thiers, pareil, dans d'autres villes, de grosses villes comme ça, où ils ne sont pas tout à fait tranquilles. Ils font feu à différentes reprises pour justement impressionner les gens, quoi. C'est un personnage qui demeure sympathique. On n'aurait pas dû calomnier, parce qu'il a été beaucoup calomnié de son temps. Mais on n'a pas fait la différence entre ces deux notions, bandit d'honneur, bandit tout court, ou simplement contrebandier. Lorsqu'il arrivait par exemple sur un marché d'Ambert ou du Puy ou d'une autre ville d'Auvergne, où il étalait sur ses produits à des prix sans concurrence possible, des prix très bas pour le tabac, pour les indiennes, les étoffes indiennes. Ce qui fait que la population l'accueillait avec joie. Un certain nombre de ces brigands qui accompagnent Mandrin, de leur côté, essaient de faire quelques petites affaires. C'est-à-dire qu'ils essaient de rançonner. Mandrin n'aime pas, hein. Il les punit sévèrement. Et donc, en particulier, il y en a un qui vend des mouchoirs à Madame Lusigny, je sais pas, une 50aine de livres, ce qui est un prix tout à fait prohibitif. Et Mandrin l'oblige à s'excuser et à rendre une partie de l'argent à Madame Lusigny. À Autun, pareil, la ville a été prévenue. La ville est fermée, les portes sont fermées. Les gens sont prêts à résister, la milice bourgeoise est là. Mandrin, par chance, croise sur sa route 37 séminaristes. Il les prend en otage, il les ramène à Autun, il les enferme dans un couvent. Et il va négocier en disant « Si vous n'ouvrez pas les portes, je tue les séminaristes, on escalade les remparts, on prend la ville ». Vite fait, la municipalité décide de mettre bas les armes, d'ouvrir la porte, et Mandrin, avec son escorte, rentre à la ville d'Autun, se rend à l'hôtel de ville et réclame l'argent qu'il a décidé de réclamer après marchandage. On essaye de le retenir, on sait que les troupes sont pas loin. L'épopée de Mandrin ne dure que 18 mois, à partir du moment où il devient chef d'une troupe de contrebandiers. Et en 18 mois, il a agi de telle sorte
qu'en fait, sa légende est née avant même qu'il soit exécuté. Cette 6e campagne, d'habitude, il vend sa marchandise. Donc, il donne les ballots de tabac. Maintenant, il a décidé, comme les troupes, il sait très bien que les troupes le poursuivent, pour pouvoir avancer plus vite, il a tout laissé, son stock de marchandises, dans la ville de Sort, à l'entrée de la Bourgogne. Et en fait, il ne délivre plus que des reçus. On va mettre des troupes aux trousses de Mandrin. Il va fuir, se réfugier en Savoie et en Suisse. Il va être arrêté en fait de manière tout à fait illégale. C'est-à-dire qu'en fait, des troupes françaises vont passer la frontière de nuit pour aller prendre d'assaut le château de Rochefort. La Savoie, en apprenant cette violation de frontière, a écrit au roi de France pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez violé la frontière, c'est totalement illégal. Nous sommes en mesure de vous demander des comptes. » Et le roi de Sardaigne, qui était le propriétaire de la Savoie, a protesté, et le gouvernement français lui a payé 35 000 livres de dédommagement. Parce qu'il avait arrêté sur la terre étrangère, sur la terre donc du royaume de Piémont-Sardaigne. Il est ramené de manière tout aussi illégale dans le royaume de France, et il va être jugé en mai 1755, à Valence. Les messieurs de Grenoble avec leurs longues robes et leurs bonnets carrés murent bientôt, vous m'entendez? Et leurs bonnets carrés murent bientôt jugés. Ils m'ont jugé à pendre, et c'est dur à entendre. À pendre et étrangler sur la place de, vous m'entendez? À pendre et étrangler sur la place du marché. La capture, c'est l'affaire d'une nuit. Et Gabian et les gens de l'armée se sont déguisés et donc ils ont assailli le château, ils ont investi le château, ils ont découvert Mandrin dans une tour où il se reposait. Il était loin de savoir qu'il était entouré comme ça, investi de toute cette force. Et donc on l'a capturé pour le ramener en France et de là le transporter à Valence, où il a été donc exécuté. À la porte de l'église de Valence, l'église Saint-Apollinaire, il s'est agenouillé selon la formule de l'amende honorable. Il s'est agenouillé devant la croix et il a prononcé la formule « Je demande pardon à Dieu, au roi et à la justice ». L'Hospice de la Roue, c'est une roue charrette qu'on est à la place sur un socle, sur une estrade, sur une place publique. On installe une croix, ce qu'on appelle une croix de Saint-André. On lie par les poignets, par les pieds, le condamné. Le bourreau, avec une masse de fer, lui casse les os les uns après les autres. Alors il commence par les jambes, il continue par les bras, et ensuite le ventre, la poitrine et la tête. Et il est évident qu'après le dernier coup sur la tête, le condamné est pratiquement mort. Et on le jette, pour qu'il finisse son agonie, on le jette sur une roue, qui est également posée à plat au-dessus de la place Saint-André, où il va agoniser. La place grouillait de spectateurs. Et il y avait des enfants, on avait fait venir les enfants des écoles qui venaient au spectacle. Là, ils sont venus assister au supplice de Mandrin, parce que c'était une leçon que ce supplice leur donnait. D'ailleurs, il s'est adressé aux enfants et il leur a dit « Jeunesse, prenez exemple sur moi ». Tandis que les femmes qui assistaient à ça s'évanouissaient. Voilà la fin. La triste fin du pauvre Mandrin. Et le bruit a couru qu'il était capturé, mais qu'il y avait d'autres mandrins qui le remplaçaient. On voyait des mandrins partout, c'est-à-dire qu'il y avait des malfaiteurs un petit peu partout, et n'importe quel malfaiteur, on l'appelait mandrin. Et je crois bien que moi, quand j'étais gamin, ma grand-mère, par moment, m'appelait mandrin. Mandrin avait sans doute un magot. Et ce magot était sans doute en Suisse. Toutes les légendes de tous les territoires où est passé Mandrin peuvent vous certifier qu'il y a une grotte de Mandrin où il y a le magot de Mandrin. Il n'y a pas de trésor de Mandrin. Il n'y a pas de trésor de Mandrin. À sa mort, il avait une certaine fortune. Dans sa famille, il y avait des officiers. Mais vous savez, on a parlé également des trésors des Albigeois, des Cathares. Il n'y a jamais eu de trésor de Cathares.
On a parlé de trésors, comme ça, dans l'histoire de France, et si je puis dire, semée de trésors qui n'ont jamais existé. Déjà de son vivant, la population aimait donner à Louis Mandrin une image de justicier. Mais s'il s'attaquait à un impôt injustement réparti, c'était avant tout pour des raisons personnelles. Il faudra attendre 1789 et la Révolution française pour remettre en cause le principe de la ferme générale et imposer l'ensemble de la population. Car, paraît-il, les privilèges ont été abolis.